Bonjour à tous, je suis Catherine Réjus, je suis la déléguée générale de l'ADTEM et je suis ravie de vous accueillir dans ce live ADTEM La Poste. Avant tout, je vous prie de nous excuser pour ces quelques minutes de retard. On a eu un petit problème technique, ça arrive encore maintenant et j'en suis désolée, je vous prie de nous en excuser. Je voulais donc, comme vous le savez, tous nos événements sont ouverts aux non-adhérents de l'ADTEM. Donc, il y en a parmi vous quelques-uns. Et je vais donc vous faire en une minute, parce il faut qu'on rattrape un peu de temps là, une petite présentation de l'ADTEM. Donc l'ADTEM, c'est le premier réseau de professionnels du marketing. Et donc nous avons plus de 1000 membres, tout secteur, tout métier, B2B, B2C, grandes entreprises, PME, agences, tout secteur, que ce soit des annonceurs ou des prestataires, sociétés de conseil, voilà. Et donc, écoutez, je vais pas prendre plus de temps. Simplement, c'est un endroit où les marketeurs échangent avec leurs pairs, où ils apprennent et où nous les accompagnons pour être toujours meilleurs dans leur métier. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Joachim qui nous accueille dans ce beau plateau télé de Brainsonic. Sans plus attendre, je vous souhaite un très bon live. Nous répondrons aux questions en fin de session. Et si vous avez des questions sur l'ADTEM, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Catherine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Où êtes-vous ce matin? Déjà au bureau, une tasse de café à la main, sur le trajet, tout simplement chez vous, en entamant une nouvelle journée de télétravail. De fait, jamais nous n'avons passé autant de temps chez nous. Le domicile a pris une place prépondérante dans notre vie. Bien sûr, la crise sanitaire a accéléré une tendance profonde. Comment est-ce que les Français considèrent et investissent aujourd'hui leur foyer? Quelle importance du domicile dans les décisions d'achat? Quel rôle des différents médias et supports de communication? Et surtout, quelles solutions innovantes pour engager, convaincre les consommateurs? Voilà ce dont nous allons parler ce matin avec 4 invités. Et Charline Guérin, bonjour. Bonjour Joachim. Vous avez le redoutable privilège d'ouvrir le bal. Oui. Vous êtes donc planeuse stratégique au sein de Kantar Media. Exactement. Vous avez réalisé une étude sur l'importance du domicile dans la vie des Français. Mais peut-être on va commencer par poser le débat. Qu'est-ce que ce domicile, ce foyer? C'est vrai qu'on a réalisé cette étude parce que on l'apprend à personne. Le Covid, ça a quand même fondamentalement changé notre mode de vie. Il y en a qui ont détesté leur habitat, qui l'ont fui, d'autres qui se le sont réappropriés. Donc c'est vrai que les marques ont dû s'adapter tant dans leur communication que même dans l'évolution des matières, des produits, etc. Donc ça nous a quand même semblé important de réaliser cette étude. Merci. D'accord. Et une étude dans laquelle vous avez repéré, je crois, 4 grandes tendances, 4 grandes aspirations et parfois avec des tensions entre ces différentes aspirations des Français. En attendant ces 4 tendances, donc c'est individuel, connecté, collectif, durable, c'est ça? Oui, c'est vrai que on a autant l'habitat qui s'est fortement digitalisé versus ceux qui cherchent à tendre du coup vers un habitat quand même plus durable, plus écologique, tant dans les matériaux que dans la décoration. Et puis on a un autre côté où on a encore forcément beaucoup de maisons individuelles, donc on a un côté encore très individualiste. Et versus, on tend aussi vers des habitats partagés où on a des fermes collectives, on a plusieurs choses qui se mettent en place. Donc on a un peu cette ces dualités, mais parfois autant ça s'imbrique, autant parfois ça s'oppose un petit peu. D'accord. Alors, la première tendance donc, que vous avez repérée, c'est l'individuel connecté. C'est-à-dire, on fait place à différents aspects de sa vie, c'est ça? Oui, l'habitat, c'est forcément adapté à notre style de vie, et donc il est devenu quand même beaucoup plus connecté. On a maintenant, on internalise toutes nos activités. Autant avant, on était beaucoup au travail. Aujourd'hui, on fait tout à la maison. On fait notre sport, on fait nos achats, on fait tout. On joue, on a beaucoup de gaming aussi qui s'est développé. Et puis, on a tout ce qui va être nouveaux services à la personne, tous les nouveaux services connectés du coup, qui se sont développés. D'accord. Et vous dites le marqueur, c'est vraiment l'essor du télétravail suite aux différents confinements? Oui, c'est vrai qu'on a vraiment un inversement du hub. Autant avant, on passait peut-être 3/4 de notre vie au bureau. Maintenant, c'est vrai que la maison était assez transitoire. On rentrait du bureau, on repartait faire nos activités. C'était
un peu un lieu de transit, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est vraiment un hub d'activité complet. D'accord, donc il faut un espace pour cuisiner, bien sûr, mais aussi un espace pour travailler, un espace pour faire du sport. C'est là où les marques se sont adaptées. Leroy Merlin, par exemple, a fait pas mal de posts durant le confinement où on pouvait adapter son espace de travail, donc comment modifier son salon, etc. Donc c'est vrai que les marques ont dû beaucoup s'adapter là-dessus et il faut vraiment trouver le bon équilibre entre le pro et le perso aujourd'hui chez soi. Et vous dites qu'une pièce cristallise ces changements, c'est la cuisine. Aujourd'hui, tous boulangers, c'est ça? Oui. Non, c'est vrai que chaque pièce a son importance. L'entrée, par exemple, c'est la première pièce que l'on va voir, donc ça va vite déterminer un peu l'ambiance, etc. Le salon reste très important, c'est la pièce qu'on va le mieux meubler, parce que c'est celle où on va recevoir les personnes extérieures. La chambre va rester très cocon. La salle de bain a beaucoup évolué. Ça devient vraiment un espace spa, vraiment bien-être. On a toujours cette notion de bien-être et bien-être chez soi qui revient quand même autant dans les marques, dans les discours que dans ce que recherchent les personnes. Et puis forcément, oui, la cuisine qui est tant un lieu de créativité. Je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais ce serait intéressant de voir combien de Français se sont tentés à faire leur pain. C'est vrai que c'est devenu vraiment un lieu de créativité, de partage, ou aussi de rassemblement. Enfin, la cuisine, c'est quand même la pièce maîtresse d'une maison. D'accord. Et vous notez un essor parallèle du e-commerce. Oui. Si on doit manger, il faut faire ses courses. Non, c'est vrai que même sans les courses, on a... typiquement, on a 40% des Français qui... donc tous les chiffres qui sont donnés sont issus de notre base de données TGI. Donc c'est sur l'ensemble des Français de 15 ans et plus. Donc on a quand même 40% des Français qui trouvent que c'est vraiment une corvée de faire les courses. Donc c'est encore... assez énorme. Donc c'est vrai que le e-commerce, ça s'inscrit un peu comme un partenaire maintenant de vie, de quotidien. On est toujours plus accéléré. Enfin, on est dans une vie où on n'a pas le temps, où on fait plein de choses, etc. Et donc c'est vrai que le e-commerce, c'est devenu un vrai partenaire de vie. Et même au-delà de la nourriture et des courses, ça offre une offre assez énorme, un choix de prix. Enfin, on a tout... tout ce qu'on veut en fait sur le e-commerce. Alors tous ces changements, du coup, conduisent les marques à changer leur manière de communiquer? Oui, c'est vrai que autant avant on avait les marques on se déplaçait en magasin, autant aujourd'hui c'est vrai que c'est les marques qui viennent à nous. Et donc même dans les discours de communication, etc., on a made.com qui utilise... une salle de bain réconfortante, une bulle de bien-être. Donc on est vraiment dans un wording, dans des choix de visuels et des matières qui sont utilisées, qui sont très importantes du coup maintenant en communication. D'accord. Alors deuxième tendance repérée dans votre étude, c'est la tendance individuelle et durable, c'est ça? Oui. Eh ben, l'habitat se végétalise, entre guillemets. C'est vrai que comme on n'a pas pu sortir on a été assez confinés et cloîtrés chez nous, il y a quand même beaucoup de Français qui vivent en appartement et donc qui n'ont pas d'extérieur. Et c'est vrai qu'on a essayé de ramener la nature à l'intérieur de la maison. Donc on a eu une hausse des plantes, de tout ce qui va être matière, les nouvelles matières, les matières durables, éco-responsables. Même maintenant, le vrac avec les bocaux dans la cuisine, ça devient aussi une tendance de décoration, exactement. Donc oui, et puis tout ce qui est do it yourself aussi qui a énormément explosé encore plus pendant le confinement. D'accord. Donc do it yourself, essor de la déco, essor du bricolage, j'apprends plein de nouveaux mots, Heimat, la gomme, Hugues, je pense que je les prononce mal, mais en gros c'est ça, c'est le concept de recréer un cocon, d'être bien chez soi. On va peut-être passer rapidement sur les autres tendances que vous avez repérées, c'est quoi? C'est le collectif connecté Oui. Le collectif connecté, c'est vraiment toutes les expériences qu'on va avoir à l'intérieur de la maison, donc qui vont être maintenant partagées et connectées. Donc tout ce qui est gaming, on va même avoir accès à de la culture maintenant. Il y a eu des concerts de Ariana Grande et Travis Scott qui ont eu lieu sur Fortnite. Donc c'est vrai qu'on va mixer un peu tout. Maintenant, on a des nouveaux... les marques vont se mettre sur d'autres plateformes
et vont préempter de nouveaux modes de communication. Et puis, tout ce qui est métaverse, je pense qu'on ne peut plus passer à côté aujourd'hui. Et puis le live shopping, forcément, du coup, qui permet aujourd'hui qui va être poussé par les influenceurs, par les influenceurs, et où vraiment on va pouvoir acheter maintenant directement sur l'application et ne même plus quitter l'application en elle-même pour acheter. D'accord, donc la dernière tendance collective durable, bon, c'est pas tout à fait l'objet de ce live. Alors, pour les marques, comment on fait du coup pour rentrer dans la bulle, dans le cocon des Français? C'est vrai que les marques se sont beaucoup immiscées grâce au digital chez les Français. Après, c'est vrai qu'on a un peu aussi cette tendance à la déconnexion. Maintenant, on a tellement eu besoin de revoir les gens. Le digital a permis de garder le lien. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a pu se déconfiner, on a été content de lâcher tout ça et d'avoir vraiment de se voir en physique. Et donc, c'est vrai qu'il faut trouver un peu cette tension et le bon équilibre entre le digital et en même temps, c'est vrai que la maison, ça reste un des seuls lieux, si on enlève le digital, où on est protégé un peu de cette sphère publicitaire. Donc, il faut savoir s'immiscer, mais comme l'ont fait beaucoup de marques pendant le confinement, ils l'ont très bien fait. Decathlon, je peux en citer plein, mais il faut vraiment s'inscrire comme un partenaire. Du coup, on ne propose pas frontalement un produit, on n'est pas vraiment sur du commerce, mais on vient aider, apporter une solution. Ça devient vraiment des partenaires un peu de maison et de vie. D'accord, on essaie de créer la relation donc. Oui. Dernière question, juste comment on fait quand on n'est pas une marque de déco, une marque de sport? C'est plus facile pour ces enseignes, mais donc comment créer la relation à domicile? Sur ce sujet-là, oui, c'est sûr que c'est plus facile. Après, typiquement, Decathlon l'a très bien fait, alors que c'est une marque de outdoor. Ils ont proposé pendant le confinement des 30 minutes par jour de sport avec des choses très simples. Si on n'a pas d'haltères, etc., on prend des bouteilles d'eau. Enfin, c'était vraiment trouver ce... Oui, c'est vraiment... proposer de nouveaux services, créer une relation en fait qui ne soit pas uniquement commerciale. C'est ça, il faut faciliter entre guillemets le quotidien des Français et vraiment venir en aide entre guillemets et pas en frontal commercial. D'accord, merci beaucoup Charline pour ces explications. Merci. Vous parliez de faire le lien entre le digital et le physique et c'est justement ce dont nous allons parler à présent avec Nathalie Di Santo. Nathalie, on vous laisse vous installer. Ça y est, bonjour. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes donc directrice du développement des solutions marketing au sein de La Poste Solutions Business. Tout à fait. Et vous avez commandé une étude sur les habitudes des Français en matière d'achat. Étude dont les résultats sont particulièrement intéressants. Intéressant, tout à fait. Alors cette étude, elle s'inscrit dans, nous aussi, les informations qu'on a pu avoir sur le domicile. On a aussi été confinés. On a vu aussi à quel point les facteurs étaient importants dans cette période de confinement. On attendait aussi d'avoir une relation avec quelqu'un, on attendait d'avoir une information qui arrive au domicile. Et donc on s'est dit, comment nous qui rentrons la poste au domicile des Français, qu'est-ce que ça nous apprend, cette période, cette transformation. Et on a commandé une étude en juin 2021 au cabinet Illigo, qui est une étude qu'on a organisée en 2 temps. Rapidement, on a fait un premier quali avec une 50aine de foyers qu'on a mis un petit peu sous observation pour voir comment est-ce que les décisions d'achat se prenaient au domicile. Et après, un quanti qui nous a permis d'avoir de véritables insights. Et là, justement, je crois qu'on a un chiffre assez marquant. Exactement. Donc 86%, si en régie on peut se mettre sur la slide des 86%, c'est super, merci beaucoup. 86% des décisions d'achat se prennent à domicile. Donc ce chiffre, il nous a bien sûr à la fois conforté dans l'intuition qu'on avait et aussi étonné de l'importance que le domicile avait finalement dans un processus qui est extrêmement omnicanal. Et ce chiffre très général du 86%, il revêt des différences, mais il est quand même tout à fait explicite pour la plupart des secteurs. Par exemple, sur le secteur des travaux, c'est 94%. Sur le secteur de la banque assurance, c'est 89%. Donc on voit, c'est la même chose sur l'énergie, c'est la même chose sur la téléphonie. On voit qu'au final, quel que soit le secteur,
on est dans un processus où, au sein de son domicile, on prend des décisions d'achat. Et donc, il est important de venir toucher les consommateurs au sein de leur domicile. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut s'y attendre pour des travaux, mais c'est plus étonnant, plus surprenant pour la banque ou autre type d'achat. Tout à fait. Mais quel que soit le secteur, finalement, il faut que l'achat soit engageant. Ce n'est pas le montant qui fait qu'on prend cette décision, c'est l'engagement. Et quand on achète un service financier, c'est engageant. D'accord. Un autre chiffre intéressant de votre étude, c'est l'influence des membres de la famille. Tout à fait. Alors, on voit aussi que, j'ai une autre slide, je ne sais pas si on peut la mettre, qui est que 94% des décisions sont prises en influence aussi, enfin, en étant influencées par des membres de la famille. Donc, on a, d'ailleurs, ce matin, il y a la FEVAD qui sort son étude habituelle sur le e-commerce, et j'ai noté quelque chose qui était très intéressant, c'est que 2 tiers des Français sont prêts à renoncer à un achat faute d'informations disponibles. Donc, c'est intéressant, ça veut dire que l'information et la capacité à venir être rassuré dans son achat avant l'achat lui-même est quelque chose de fondamental dans le processus de la décision. Et l'étude qu'on a menée avec Illigo permet de comme ça, un peu morceler le processus de décision et nous démontrer qu'à chaque maillon de la chaîne, il y a une action particulière à prévoir. Alors justement, en parlant de maillon de la chaîne, vous nous expliquez qu'un projet d'achat se décompose souvent en plusieurs étapes. Tout à fait. Donc, on a une slide que je trouve très intéressante. J'aimerais vraiment qu'elle puisse s'afficher pour nos auditeurs. 5 étapes pour le projet d'achat, c'est ça ? Voilà, merci. Oui. En fait, qui démontre que un projet d'achat, ça a une vie particulière. Ça commence par la génération d'une envie. D'abord, je dois susciter l'envie chez le consommateur et c'est comme ça que le projet d'achat naît. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je fais des informations, je recherche, je m'intéresse au produit et je veux savoir ce qu'il en est. Après, j'échange et je débat, c'est-à-dire que j'ai validé mon intention d'achat en faisant des recherches. Après, j'échange, je débat avec mes proches, avec évidemment mon cercle familial au sein du domicile, mais aussi avec des proches si jamais je vis seule. Je fais mon choix et ensuite, je passe à l'acte d'achat. Et ce qui est très intéressant dans cette vie d'un projet, c'est qu'on est vraiment dans le « je recherche ». J'utilise tous les canaux, je recherche online et j'achète offline. On est vraiment dans l'envie, le besoin. C'est suscité par souvent un support physique. L'information et la recherche, je vais la faire souvent sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais j'échange et je débat au sein de mon domicile avec un support physique aussi, parce que ça m'aide à réfléchir. Je fais mon choix tout seul et ensuite j'achète soit online, soit offline. D'accord. Extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Et quel rôle, du coup, jouent les différents médias, les différents supports d'information dans ce parcours d'achat et dans nos décisions d'achat ? Alors, on a testé justement un peu quels étaient finalement les médias qui étaient utilisés. Donc, sur la partie génération de l'envie, on voit que tout ce qui est physique, qui va créer un peu une expérience, ça va susciter de l'envie, beaucoup plus qu'un support digital. Par exemple, si vous voulez changer de canapé, recevoir un catalogue avec des jolis canapés mis en situation, mis en scène, ça va plus susciter votre envie qu'un email où peut-être le produit sera moins mis en scène. De la même façon, un service financier, quand vous recevez un courrier, ça vous rassure plus, donc ça vous donne plus envie de regarder et de vous intéresser à un éventuel acte d'achat qu'en étant uniquement sollicité de manière digitale. Sur la recherche et l'information, j'utilise beaucoup là les réseaux sociaux, bien sûr, et échange et débat. Une fois de plus, là, on revient au support physique. Parce qu'on sait, par exemple, nous, dans nos différentes statistiques, on teste les médias qu'on promeut à la poste, un catalogue ou un courrier, c'est vu par environ 3 personnes dans le foyer. Donc, vous voyez que c'est le support idéal de l'échange et du débat, devant même les supports comme la télévision ou comme les avis des autres membres du foyer, enfin du cercle élargi, pardon. Ensuite, le choix, là, je le fais tout seul. Et puis, l'acte d'achat, c'est évidemment là, soit en boutique, soit sur Internet. Et je pense que le salon est en passe de devenir le premier magasin de France parce que énormément de transactions de e-commerce se font dans le salon. D'accord, donc des médias et des supports d'information qui sont générateurs d'envie, d'autres qui sont générateurs de discussion. Le but, c'est toujours de capter l'attention, mais c'est d'autant plus compliqué qu'on croule aujourd'hui sur les sollicitations, plus que jamais. Tout à fait, plus que jamais. Alors, on a beaucoup travaillé avec le cabinet Eranos, qui est un cabinet de sociologie. On a travaillé sur ce que nous, on appelle l'écologie de l'attention. Ça nous a permis d'obtenir une conviction, c'est que en fait, le contact, en tant que tel, ça ne vaut plus rien.
de contacter quelqu'un, c'est extrêmement simple. Je vous envoie des sollicitations digitales qui tombent sur votre mobile. Il faut savoir que votre mobile, vous le consultez toutes les 6 minutes, donc à peu près, si on calcule bien, 226 fois par jour. Donc c'est vrai que tout ce qui arrive sur ce support-là, c'est vraiment du flux. Les chances pour capter votre attention, elles sont vraiment minimes. Les emails, on en reçoit à peu près, on échange 10 millions de mails par jour. Et donc, ça veut dire que nous, on passe... Pas chacun, rassurez-moi. Non, pas chacun. Pas chacun, heureusement, mais quand même, chacun, c'est à peu près un tiers de notre temps qu'on passe. Notre temps professionnel, on en passe un tiers à envoyer, à gérer des messages. Donc, on voit bien qu'on est dans quelque chose qui est extrêmement du flux. Je reçois, je traite, mais ça capte assez peu notre attention. Et nous, on est convaincus que le Graal, c'est de capter l'attention, et bien sûr, capter l'attention au domicile. D'accord. Merci beaucoup Nathalie pour ces explications. Vous restez avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via l'interface de chat et nous tenterons d'y répondre tout à l'heure en fin d'émission. En attendant, nous accueillons Sébastien Emeriot. Sébastien, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur stratégie et développement du groupe Havas Média. Nous avons tout à l'heure avec Nathalie et Charline évoqué 2 études sur l'importance du domicile dans nos vies et dans nos actes d'achat. Est-ce que vous avez un commentaire peut-être ? Moi j'ai appris beaucoup de choses déjà avec ces 2 études et c'est vrai que si on prend un petit peu de recul, on sait qu'on s'inscrit de toute façon dans quelque chose de fondamental pour les Français, c'est le domicile. C'est pas Stéphane Plaza qui va nous dire le contraire, c'est quand même une passion française, le domicile. Et ça s'est accéléré et on peut se demander s'il va y avoir un retour, un changement de tendance. Je crois pas. Donc c'est un plaisir d'être chez soi, c'est un plaisir d'y faire des trucs formidables et notamment de décider des choses, si j'ai bien compris. Bien sûr. Exactement. Se faire plaisir. Voilà. Alors justement, vous vous intéressez à la prise de décision et vous insistez sur l'importance de la notion de plaisir dans nos prises de décision et dans nos actes d'achat. Oui, alors, en fait, on s'est posé la question sur tout le purchase funnel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on prend une décision, on ne prend pas une décision, que ce soit un achat, que ce soit un vote ou que ce soit autre chose. Et comme au bout d'un moment, on a senti un peu qu'on était un peu limité de ce côté-là, on est allé voir le laboratoire de neurosciences cognitives et computationnelles de l'école Normale Sup. Donc vous voyez des gens... Ça pose le débat. Ça pose le débat tout de suite. Mais ouais, et qui nous ont dit, attendez monsieur, on va vous expliquer comment fonctionne le cerveau et ce qui motive le cerveau. Et là, ils m'ont dit tout à coup un truc qui pour nous, gens de marketing et de communication, est un peu étrange, c'est qu'ils nous dit, non, la motivation du cerveau n'est pas fondamentalement de répondre à des besoins, d'autant plus qu'en général, dans notre vie occidentale contemporaine, on a à peu près satisfait les besoins de base, mais de vivre en permanence des plaisirs, des petits, des grands, des verts, des bleus, tout ce que vous voulez, du plaisir. Et donc, prendre une décision pour le cerveau est un moment de plaisir, parce qu'on décide de choses qui vont impacter sur sa vie, et là, on a l'impression d'être en contrôle du truc, d'être décideur du truc, et prendre une décision d'achat, mais ça peut aussi prendre une décision d'aller en vacances, d'aller à la plage, de rien faire, de se coucher, de lire, de faire de ce que vous voulez, quoi. Mais la prise de décision est un plaisir. Donc moi, je me suis dit, si on pouvait mettre plus de plaisir au moment des prises de décision, peut-être que ça se passerait mieux. Il y a plein de façons de le faire. D'accord. Ce que vous dites, il y a plein de décisions qu'on prend de manière quasi automatique, et puis d'autres sur lesquelles on prend le temps de réfléchir, et pour ça, le domicile est idéal. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous expliquent aussi les chercheurs, c'est qu'il y a plein de décisions qu'on prend, mais on en prend des milliers à la seconde. Là, je réfléchis en même temps que je parle, mais pour m'asseoir, j'ai pas réfléchi. Enfin voilà, vous voyez, on fait tout un tas de trucs. Et pourtant, c'est une décision, mais c'était automatique, donc j'ai pas eu ce plaisir de m'asseoir. Mais là, je discute avec vous, je cherche mes mots parfois, et c'est un plaisir d'avoir cet échange, d'avoir cette interaction. Et c'est vrai que ça se passe plutôt dans des moments où on n'est pas sûr. La décision n'est pas évidente, que ce soit pour un achat ou encore si je dois revenir sur les élections ou d'autres formes d'adhésion. On n'est pas sûr, donc on réfléchit et donc on a besoin de se poser et d'intégrer aussi un certain nombre de choses comme les valeurs dans la prise de décision, des valeurs qui rentrent en ligne de compte. C'est pas simplement des lignes et des croix qu'on fait, mais en tout cas cette dimension de plaisir est essentielle au moment où on doit prendre des décisions importantes. Alors en termes d'achat, on ne prend pas tout le temps des décisions importantes. Mais je vous écoutais, que ce soit l'achat d'un véhicule, que ce soit un déménagement, que ce soit un équipement de la maison, que ce soit un abonnement téléphonique, une banque. Enfin, il y a quand même beaucoup d'actes d'achat qui sont assez importants.
Et qui suscite un peu de réflexion. Exactement. Pour ça, le domicile est idéal, puisqu'on a des conditions de détente et de confort. Exact. Mais le domicile est également surinvesti par les marques, sur différents canaux, digital, papier, télé, radio. Oui, alors c'est sûr que le domicile, on peut avoir l'impression, alors j'écoutais l'intervention précédente aussi, on peut avoir l'impression qu'au domicile, on est loin de la publicité, loin du monde, mais que nenni. Que nenni, parce que les heures de télé, c'est quand même très souvent au domicile, et je vous rappelle quand même que la télé est pubée. L'audio, la radio, c'est pareil. Alors on voit pas trop d'affiches, je suis d'accord, mais le digital aussi est beaucoup consommé à domicile. Donc le domicile est quand même un lieu qui est très exploité par la communication et la publicité. Hein. Alors après, il l'est de manière pas forcément précise, parce qu'on ne sait pas toujours qui est derrière, on parle d'audience, on ne sait pas exactement dans quelles conditions ils sont au moment où ils nous écoutent. Hein. Mais le fait est quand même que c'est un lieu qui est très exploité. Et justement, les différents médias ont différentes durées de vie, c'est ça, au domicile? Oui, alors il y a déjà un truc qui est particulier, c'est qu'en fait, c'est des médias qui viennent dans la plupart des cas, je les aime beaucoup, hein, mais ils viennent aussi interrompre quelque chose. C'est-à-dire que la pub à la télé interrompt un programme, la pub à la radio interrompt un programme, et une bannière aussi interrompt d'une certaine manière, ou interrompt quelque chose. Voilà. Bon. Donc, ils ont ce mode de fonctionnement-là, et puis ils disparaissent. Ils sont furtifs. Donc, ils ont une formidable créativité, hein, parce que justement, comme ils savent qu'ils disparaissent, ils ont cette créativité exceptionnelle, qui fait qu'on regarde ces images, on écoute ces spots radio, et il y a ces petites ritournelles qui restent, des signatures de marques, des jingles, des histoires, tout ce que vous voulez, ça reste. Mais justement, ils sont obligés d'avoir cette créativité exceptionnelle parce qu'ils ne restent pas. Et c'est ça qui est particulier, et c'est ça qui les caractérise. Sauf peut-être le média papier qui présente selon vous Oui. plusieurs avantages. Le premier, c'est justement le contexte de réception. Qu'est-ce que c'est? Ça revient un peu à ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que justement, on s'attend à recevoir un média papier, puisqu'en général, on l'a dans sa boîte aux lettres, donc on ouvre sa boîte aux lettres, et on reçoit quelque chose, mais on sait codifier, c'est-à-dire qu'on sait que dans cette boîte aux lettres, il y a un certain nombre de choses qui peuvent arriver, comme des propositions de marque, comme tout un tas d'autres courriers, mais il y a des propositions, on sait. On le sait aussi parce qu'en général, on ouvre sa boîte aux lettres à un moment de la journée. C'est quand on rentre chez soi, le soir ou l'après-midi, ça dépend. Donc tout ça est à peu près codifié, à peu près attendu. Et donc c'est un contexte, alors favorable ou défavorable, mais le fait est que c'est un contexte connu, ce qui est déjà pas mal, parce que c'est-à-dire qu'on n'interrompt pas une activité de quelqu'un. On s'inscrit dans son activité. Ça, c'est déjà intéressant. Et puis après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on reste. C'est-à-dire que le média papier, boîte aux lettres, reste. Alors, s'il a passé la barrière de l'attention, hein, et s'il a passé la barrière de l'intérêt, évidemment, parce qu'il y en a quand même certains qui vont à la poubelle, il ne faut pas se leurrer. Mais, si on a réussi à intéresser son audience, on peut rester longtemps. On peut même finir avec un petit aimant sur le frigo. Mais oui. Oui, tout à fait. Un grand classique. Et c'est ça, il y a un côté pense-bête à la fois dans le temps et visuellement, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que c'est une présence. C'est une présence au même titre que peut l'être un magazine ou n'importe quel autre objet. Et donc c'est intéressant cette présence parce que ça veut dire que ça peut ressolliciter. Vous savez, en presse, par exemple, on parle souvent de la reprise en main. C'est-à-dire qu'un magazine, il dit « Ah oui, il est lu une fois », mais en fait, non, il est lu 2,7 fois par 4,3 personnes. Tous ces calculs-là, et qui sont des calculs complètement valables hein, et intéressants, on retrouve un peu la même chose sur toute forme de communication qui arrive par la boîte aux lettres. Parce que de la même manière, encore une fois, si c'est intéressant, si ça me concerne, si ça m'aide dans ma prise de décision, si ça me donne des informations, je peux le lire une fois, 2 fois, 3 fois, je peux le faire lire à mon mari, à mon épouse, à mes enfants, à ma mère, aux cousins, aux voisins, tous ceux qui passent. Enfin, voilà, il est là, le document est là. Et ce qui est intéressant aussi, Sébastien, c'est que c'est un plaisir de prendre une décision, mais en tant qu'être humain, on a souvent besoin d'être rassuré. Et ce qui est important, c'est le rituel. Et en fait, relever sa boîte aux lettres, c'est un rituel. On rentre dans quelque chose qui est ritualisé et qui du coup s'inscrit dans un process de comportement que je maîtrise, que je connais et sur lequel, en effet, je suis en totale maîtrise. Je sais à quelle heure, on sait que les Français relèvent leur courrier en rentrant, qu'il y en a 75% qui le font tous les jours, c'est beaucoup, hein. Donc tous les jours je rentre, je prends mon courrier et je le pose sur la table et je le lis au moment où je suis disponible pour le lire. Et ce rituel, c'est aussi quelque chose qui vient conforter le fait d'être en maîtrise. Et en fait, de plus d'ailleurs, je crois que de nos jours, tout ce qui n'est pas facture fait plaisir. Donc, exactement. Oui, c'est ça aussi qui est intéressant dans cet espace de communication, c'est que on attend, il peut toujours se passer quelque chose. On attend.
Et le jour où on voit arriver un imprimé qui nous surprend par sa forme, sa mise en valeur, sa créativité, c'est forcément une surprise joyeuse et c'est du plaisir. Et vous dites aussi que ça suscite, ça aide à la conversation, le papier, le support papier. Oui, parce qu'en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que de plus en plus de médias, et c'est normal, parce qu'on cherche à cibler. Donc on cherche à cibler des gens d'un tel ou tel ou tel profil, et puis des gens qui sont enclins à acheter tel ou tel truc. Et en fait, ce ciblage nous amène progressivement, alors avec la réduction des cookies, ça va peut-être changer, mais ce ciblage nous amène progressivement à avoir des prises de parole qui sont de plus en plus dirigées vers l'individu. Alors qu'un certain nombre de prises de parole se font collectivement. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de toucher plusieurs individus à des moments différents pour qu'ils se sentent concernés par une prise de décision collective, l'achat d'un frigo par exemple, puisqu'on parlait d'un frigo, ou la destination de vacances, ou le changement d'abonnement téléphonique pour avoir la fibre parce qu'elle est mieux comme ci que comme ça. Et donc ça veut dire que si on utilise le digital, il faut parler à monsieur peut-être à un moment, puis à madame, et puis peut-être, si je prends un couple classique, et puis aux enfants, aux grands-parents, n'importe qui, enfin ceux qui viennent de temps en temps. L'intérêt du média qui arrive par la poste et qui est sous forme de papier, c'est que là, il touche tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut débattre. On a les propositions de la marque qui sont là. On peut ne pas être d'accord. On peut dire, ah là, il manque ceci, ça, c'est pas assez bien. Mais si on regarde... Mais au moins, on peut tous débattre ensemble et s'intéresser au sujet. D'accord. Donc un média qui touche tout le monde, mais qui peut aussi être utilisé pour un ciblage très fin, c'est ça? On peut cibler assez précisément Alors oui, bien sûr, en fonction de ce qu'on envoie à qui. Tout à fait. Sébastien vient d'en parler, on peut tout à fait cibler précisément, que ça soit sur des zones géographiques, ça c'est très, très intéressant aussi, de cibler des gens qui ont des comportements, on parle du domicile, donc des habitats qui sont similaires, donc sans doute des comportements aussi d'achat qui peuvent être les mêmes, des besoins qui peuvent être les mêmes. Nous on aime beaucoup travailler sur tout ce qui est audience affinitaire, audience d'intentionniste, parce qu'on est dans aussi ce que la crise de l'attention nous a révélé, c'est qu'il y a une écologie de l'attention, c'est que dans la crise de l'attention, il y a un enjeu économique. Donc évidemment, quand je suis annonceur, il ne s'agit pas d'arroser en communication très large sur des gens qui ne vont pas être réceptifs ou qui ne vont pas du coup être dans ma cible. Mais il y a un enjeu aussi de santé publique. On voit qu'on est tous extrêmement pressurisés par l'ensemble de ces informations qu'on reçoit. Donc c'est aussi de la responsabilité à la fois des annonceurs et de ceux qui font leur campagne que d'être dans quelque chose qui soit raisonné, qui ne vienne pas ajouter une pression supplémentaire sur des gens qui en subissent déjà beaucoup. Et puis il y a un enjeu écologique, parce que toute campagne a quand même une empreinte et qu'il ne s'agit pas d'abuser de cette empreinte et de l'optimiser et de l'utiliser à très bon escient. Donc en effet, le ciblage joue un rôle extrêmement particulier dans l'efficacité de la campagne, mais pas que, je pense. D'accord. Alors, on a ciblé, on a capté l'attention. Enfin, on a ciblé, maintenant, comment est-ce qu'on capte l'attention? Oui, alors, on capte l'attention, Sébastien vient d'en parler, donc il y a tout ce qui est, pour nous, autour du rituel, autour, finalement, de la capacité que va avoir un courrier. Donc, nous, on croit beaucoup au courrier pour venir capter, en fait, pour dire, je vais vous proposer, à vous, annonceurs, d'avoir accès à des gens qui vont s'intéresser à votre message. Par sa créativité, bien entendu, mais aussi parce que le support papier a des caractéristiques particulières, notamment on a un bêta, on a mémorisé, en fait on a mesuré 2 bêtas. On a un bêta de mémorisation, d'attention, qui est calculé à partir du niveau d'attention que j'ai donné à un message publicitaire et de la complétude du message que j'ai reçu. Et en fait, ça, on voit que les médias papier ont des scores extrêmement intéressants. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Et donc, quand je reçois un média papier, je me souviens, je prête attention au message et en plus, je le regarde dans son intégralité. Parce que j'en ai moins, c'est vrai, la rareté du message fait que ça a du sens. Et puis qu'on peut jouer sur tous les codes, à la fois de la créativité, du bon ton qui va être utilisé, de la mise en valeur aussi des valeurs de la marque. On parlait de ça, c'est très important. Il faut aussi servir les valeurs de la marque, être dans une relation purement transactionnelle. Bien sûr, dans certains cas,
annoncer une promotion, c'est tout à fait valable, mais autant jouer sur tous les tableaux. Et nous, on a aussi mesuré, comme tout le monde dans les médias, c'est très utilisé, le bêta de Morgan Stern, qui place aussi finalement les médias courriers adressés en tête finalement des taux de mémorisation. Donc si on veut être dans la durabilité d'une campagne, dans l'impact d'une campagne, il faut attirer l'attention, et attirer l'attention avec un média qui va en plus vous permettre, et je pense que c'est le Graal des marques, hein, c'est pas un publicitaire qui va démentir ça, c'est d'être là même quand on n'est pas là. Hein. C'est-à-dire c'est pas bombarder de messages, c'est que les gens se souviennent de vous, même quand vous ne communiquez pas. Donc la durabilité du souvenir, c'est extrêmement important, et c'est une variable qu'il faut absolument qu'on intègre dans la génération des campagnes. Mais à ce sujet, je crois que vous pouvez nous parler d'ailleurs de différents cas concrets. Oui. Un cas, le premier, je crois, concerne le ciblage et le testing à domicile. Tout à fait. Donc, j'ai un petit cas à partager avec vous, qui est le cas de Materne, qui souhaitait se diversifier. Donc, la compote, les enfants. Hein, voilà, la compote, les enfants. Mais en fait, non, pas que. Hein, la compote, c'est bon, c'est du fruit, ça peut être très naturel. Et donc, l'idée, c'était d'aller chercher de nouvelles cibles, en particulier les sportifs. Parce que la gourde, c'est simple, et ça redonne un petit coup de boost. Donc, ciblage particulier sur des cibles affinitaires issues d'encartés, sur une méga base comportementale qui permet de cibler spécifiquement les gens qui font du sport. Et là, envoi de compotes, d'échantillons de compotes à domicile. En fait, ça génère à la fois énormément d'adhésion, mais aussi de l'engagement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je reçois une compote à la maison, c'est amusant, c'est décalé, ça me fait plaisir, je le teste. Et donc il y avait un concours qui permettait d'enrôler sur les réseaux sociaux, qui a extrêmement bien marché et qui a généré un partage massif. Et donc ça aurait été plus compliqué pour la marque uniquement de dire je veux me positionner sur les sportifs. Le fait de tester à domicile a été, et comme on fait du sport à domicile aussi, a été une des façons vraiment d'exploser sur ce segment-là. D'accord. Avant de parler du deuxième exemple que vous vouliez partager, j'ai peut-être une question piège pour vous deux, alors je sais pas. Est-ce une question piège? Quelles sont les différences de comportement à chaque étape de l'achat selon l'âge des décideurs? Ah, c'est matriciel. Il y a plusieurs étapes, plusieurs âges. Là, on est parti pour un certain temps. Si on peut répondre à la question. Donc, on organisera un live prochainement pour répondre à cette question. Delphine, merci pour... Non, mais la question est intéressante, mais elle est complexe quand même. Hein, donc Ça marche. Alors, on va se concentrer sur votre deuxième cas concret. Il s'agissait de réactiver des abandonnistes. Oui, ça c'est la préoccupation de beaucoup d'annonceurs. Comment je fais quand j'ai eu des clients et qu'ils ne reviennent plus pour les faire revenir? Alors l'exemple qu'on a retenu, c'est celui de Cdiscount, qui est assez marrant parce que c'est un pure player et qui au final, pour réactiver ces abandonnistes, leur envoie au domicile un courrier avec une promo, avec un petit incentive pour revenir sur le site et recommencer à commander. Et en fait, c'est une opération qui a extrêmement bien marché parce que également, elle est surprenante. C'est-à-dire que quand Cdiscount fait assez peu de physique, et là, je reçois un courrier de Cdiscount, c'est surprenant. Évidemment, le CTA est engageant. On cible des gens qu'on connaît, donc on sait comment leur parler, on sait quoi leur proposer. Et là, on a une opération qui a également très bien marché et qui a généré surprise et engagement. D'accord. On va quand même répondre un peu, non? Allez-y. Non, je me disais quand même, je me disais, ça fait un peu le type qui ne veut pas répondre à la question, quoi. Non, il y a un truc qui est important, et je repensais un peu concernant plutôt un point commun, quelles que soient les générations et quels que soient les gens, en fait. Et qu'il est important de se rappeler en permanence, c'est quand on rentre en relation avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'on commence à discuter avec quelqu'un et qu'on ne connaît pas. Et quand on est une marque, on s'adresse quand même plusieurs fois à des gens qu'on ne connaît pas, parce que soit c'est des prospects, soit c'est des clients dont on ne connaît pas grand-chose. Et en fait, ce que nous disent les chercheurs en neurosciences, ils disent c'est un petit peu comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand on croise quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne commence pas par raconter sa vie. On commence par s'intéresser à celle des autres et à essayer de comprendre quelle est sa situation, comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, une journée c'était sympa, des choses comme ça. Et donc, s'il y a bien un point commun à toutes les générations, c'est que le début du parcours client doit commencer quand même par un petit peu je ne vais pas dire de questions ouvertes, mais une marque d'intérêt, ou en tout cas poser sur la table un sujet qui intéresse les gens.
et qui ce n'est pas simplement votre... C'est-à-dire que, pareil, Materne ne va pas parler de l'excellence de la production de ses fruits, mais va plutôt parler du plaisir de faire du sport et de la joie de manger des produits sains. Par exemple, ça c'est un sujet de conversation. Donc voilà, c'était pour répondre quand même à la question. Merci Sébastien d'avoir pris le temps. Autre exemple, Nathalie, dont vous voulez parler, c'est un parcours d'achat fluidifié avec le voice commerce. Oui, alors le voice commerce, en tout cas, c'est une tendance que nous, on suit de près, à laquelle on croit. Alors c'est vrai qu'en France, ça met un petit peu de temps à démarrer, beaucoup plus qu'aux États-Unis ou en Chine, où les consommateurs sont bien plus habitués au voice. Mais on est parti du principe, nous, que le principal frein au voice, c'est pour un annonceur d'enregistrer son inventaire dans une enceinte, dans quel que soit le device, un Siri, peu importe. Comment je fais, moi la Fnac par exemple, pour rentrer tout mon inventaire dans ces outils-là. Très compliqué, très coûteux, hasardeux en fait, parce qu'on ne sait pas trop. Et nous on s'est dit, mais finalement, est-ce que le voice, ça n'est pas une opération spéciale qui vient événementialiser l'envoi d'un catalogue ou d'un courrier, où donc en fait l'enseigne choisit quelques références qu'elle va enregistrer dans les différents outils, les différents devices voice, et les écrire vraiment en toutes lettres. La commande est écrite en toutes lettres sur un courrier, et ça permet de dire Alexa, s'il te plaît, commande-moi la robe rouge de la page 32, avec la commande vocale. C'est-à-dire que du coup, on évite les pain points principaux qui sont la profondeur de l'inventaire et la commande à la voix, parce que tout le monde ne s'exprime pas de la même façon. Les enceintes, elles ne comprennent pas, les enceintes ou même votre smartphone, il ne comprend pas toujours exactement ce que vous lui racontez, même s'ils font beaucoup de progrès. Et donc là, on s'est dit, voilà, finalement, comment faire des ponts, rentrer au domicile avec un catalogue ou un courrier qui va capter l'attention et favoriser l'acte d'achat en le simplifiant, en le fluidifiant, en le diversifiant pour donner un canal supplémentaire qui en plus est ludique aux consos. Donc Voice Commerce, on a fait l'exercice avec VVF qui a fait son catalogue, qui a fait 2 catalogues avec certains séjours qui étaient éligibles au Voice, et ça a extrêmement bien marché puisque les séjours qui étaient éligibles au Voice ont été plus commandés que d'habitude dans des catalogues qui ne comportaient pas cette nouvelle fonctionnalité. Donc il y a un véritable engagement en fait à créer avec de la surprise. Oui, ça rejoint un peu ce que vous disiez, Sébastien. C'est-à-dire, voilà, on capte l'attention, puis on offre quelque chose, on propose un service, oui. En fait. Et là, en plus, on offre deux choses. C'est-à-dire que l'accès à un produit, c'est-à-dire qu'il y a des vacances, en plus, c'est joyeux, et le plaisir d'avoir appris quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut raconter à tout le monde après que j'ai passé ma première commande Alors, ils disent pas voice commerce, je veux pas, mais par la voix. Et oui. Et donc ça veut dire que VVF, pour le coup, sera associé éternellement dans la tête des gens à cette expérience-là, qui est plutôt une expérience de plaisir et de succès, parce qu'on peut faire tout seul et ça marche pas aussi. Et là, c'est moins joyeux. Et de modernité aussi, c'est important, ça compte beaucoup. Et d'ailleurs, la dernière expérience dont je voulais vous faire part, c'est le lancement de la Renault Arcana. C'était à la rentrée 2021, donc à l'automne. Donc là, embouteillage, tout le monde sort des voitures. Comment est-ce qu'on fait ? Mais personne ne va en concession, attention. Or, on est encore sur le fait de se dire qu'une voiture, on a envie de rentrer dedans, de la voir. Enfin, c'est un plaisir d'y aller. Et l'Arcana, elle a comme caractéristique d'avoir vraiment beaucoup de fonctionnalités, de technologies embarquées. Donc il faut rentrer dans l'habitacle pour se rendre compte de ces caractéristiques. Nathalie, n'en dites pas plus. Je vous propose plutôt de regarder une petite vidéo à ce sujet. Johnny
voit tout l'intérêt d'hybrider en fait du physique et du digital, parce que si vous regardez cette vidéo dans le métro, ça ne va pas tout à fait vous faire le même effet que si vous avez reçu un joli courrier qui vous invite à la regarder dans votre salon, en famille, vous pouvez partager. Et donc là, on vit vraiment l'expérience. Donc on est vraiment dans comment est-ce que je vais capter finalement l'attention pour faire vivre la meilleure expérience. Et cette expérience-là, elle débouche bien entendu sur les outils digitaux de la marque. Je prends un rendez-vous pour une visite en concession comme si j'étais sur le site web. Enfin d'ailleurs, je suis dans l'environnement web de la marque. Donc on est vraiment sur la fluidification du parcours et sur l'optimisation du moment où on va pouvoir capter au mieux l'attention du consommateur. Parfait. Merci beaucoup Nathalie pour ces explications. Merci Sébastien. Merci. Vous nous quittez et vous laissez votre place à Francisca. Merci encore de nous rejoindre. Bonjour Francisca. Bonjour Joachim, bonjour à tous. Vous travaillez aux analyses clients stratégiques à la direction grand public d'Orange France. Tout à fait. Pourquoi, comment est-ce que le groupe Orange s'intéresse au domicile des Français ? Alors Orange s'intéresse au domicile, c'est presque une évidence puisque nous sommes présents dans le domicile des Français par l'accès Internet dans environ 11 millions de foyers, par les mobiles ailleurs aussi, dans d'autres foyers. Et nous nous intéressons énormément parce que nos services se consomment au domicile en grande partie. Et avec ce qui a déjà été dit ce matin, donc l'évolution des usages et des pratiques ces derniers temps, mais nous devons nous y intéresser aussi pour assurer la qualité de service et les prestations de réseau à nos clients. Donc le domicile est au cœur de nos préoccupations. D'accord. Vous avez quelques chiffres à nous partager sur... Et j'en ai plein. Alors oui, donc sur l'augmentation des usages, oui, il y en a beaucoup. Alors on peut parler des loisirs. 83% des Français ont eu des loisirs en ligne de type musique, film, séries télé, jeux. Ça c'est un chiffre de l'Adopi, c'est 10 points de plus qu'un an auparavant. Oui, 44% sont abonnés à des plateformes de contenu en ligne, 67% sont sur les réseaux sociaux, et c'est tout des pratiques qui sont en croissance et en augmentation, qui n'ont pas ralenti après la pandémie, enfin dans cette phase un peu de sortie de crise sanitaire. 50% des Français passent plus de 2 heures par jour devant leurs écrans pour des loisirs. Voilà, enfin, les jeux en ligne ont progressé partout, tout âge, et en particulier sur les plus de 50 ans. Voilà, donc il y a beaucoup de chiffres qui confirment cette évolution de pratique. Bien sûr, le télétravail, pour terminer un peu sur de gros chiffres. 26% de télétravailleurs encore en début d'année 2022. 58% des cadres sont encore en télétravail partiel ou enfin, ponctuel ou permanent. Et puis, bien sûr, les achats en ligne qui ont déjà été évoqués. À peu près 3/4 des internautes sont e-acheteurs. C'est plus 14 points par rapport à un an plus tôt. Et à peu près 2/3 des Français font de la vente de produits d'occasion en ligne. Ça, c'est plus 19 points. Donc, effectivement, on voit que c'est des usages qui ne cessent de progresser. D'accord. En parallèle, on observe un retour à l'essentiel, vers l'essentiel du domicile. Comment est-ce que ça se traduit concrètement ? Alors, effectivement, nous avons constaté ça depuis un petit moment, accéléré dans le contexte de la pandémie, crise sanitaire. Il y a d'un côté le télétravail que nous avons évoqué, télétravail, école à la maison aussi. Il y a ce contexte d'inflation et de pression sur le pouvoir d'achat qui implique donc un poids des dépenses contraintes qui est important pour beaucoup de foyers, la recherche de prix bas, de promotion. Internet est toujours perçu comme le moyen le plus adapté pour arriver au meilleur prix et aux promos les plus fantastiques. Et puis il y a aussi un contexte de méfiance, de défiance vis-à-vis des institutions, du politique, des grandes entreprises, des médias. Et donc tout ça fait que les Français se retournent et se concentrent autour de la famille, les amis, le foyer, le lieu de vie, la proximité de la nature, le bien-être, profiter du plaisir de la vie à tout niveau, et donc des envies de réaménagement du foyer, de l'habitat.
des envies de déménagement aussi, des envies de mobilité géographique ou professionnelle. Voilà, donc il y a vraiment ce retour. Et dans ce contexte-là, Internet, la connexion Internet, les services en ligne sont plus que jamais sollicités, utilisés et perçus aussi comme le moyen éventuellement de faire de bonnes affaires, j'évoquais, mais aussi de remplacer des loisirs coûteux extérieurs par des loisirs moins coûteux devant son écran à la maison. Voilà, donc effectivement, il y a ce retour. On parle même du syndrome de la cabane pour certaines personnes, mais sans aller aussi loin. Il y a vraiment ce repli sur l'essentiel, oui. D'accord. Alors j'imagine du coup un fort impact pour un groupe comme Orange. Oui, un fort impact puisque beaucoup plus d'usage, beaucoup plus d'attente de qualité. Donc un impact à deux niveaux. Sur la qualité, donc la pression sur la performance du réseau, le débit, la qualité du Wi-Fi, l'assistance quand il y a des problèmes ou des incidents. Éventuellement un impact aussi sur la réduction des dépenses dans le contexte actuel. L'arbitrage. Voilà, les arbitrages que les Français vont faire. Le renouvellement d'un terminal peut-être moins fréquent. Voilà, ce genre ce type d'impact sont là. On essaye de les observer et de les comprendre. D'accord. Plus globalement, comment est-ce que vous essayez on a évoqué tout à l'heure l'importance de créer la relation au domicile. Comment est-ce que vous entrez en relation, vous entretenez cette relation? Alors, voilà, on y est. Donc, la relation domicile est là, mais effectivement, par nos canaux. Alors, je dirais à deux niveaux. Premier, par nos canaux, puisqu'il y a les boutiques, mais il y a aussi tous les canaux digitaux, tous les canaux en ligne. Pendant une période où les magasins étaient fermés, mais il n'y avait plus que ça. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'omnicanalité devient la norme et les clients, les consommateurs en général et les clients Orange souhaitent avoir le choix des moyens de contact. Donc, nous rentrons de plus en plus dans le domicile par tous ces moyens qui sont le site web, les applis, les chatbots, toutes les solutions digitales. Et nous, Orange a aussi dans sa raison d'être, au niveau de la marque Orange, l'idée d'accompagner tout le monde, chacun, chacune, vers un monde numérique responsable. Et dans ce accompagner, il y a aussi le fait de faciliter, de rendre plus simple, plus facile, d'aider à la montée en compétences numériques, d'accompagner des cibles ou des populations qui sont moins dans le digital, comme les personnes âgées, pas que, certains jeunes aussi, avec des ateliers, avec des formations, avec un site web dédié qui s'appelle Mieux vivre le digital. Je fais un peu de publicité. Mais voilà, donc il y a effectivement, on est de plus en plus dans le domicile par tous ces moyens-là que je viens d'évoquer. D'accord. Le but, c'est aussi pour vous d'accompagner certains moments de vie, c'est ça, certains moments clés, aussi, déménagement, aussi, effectivement, oui, il y a un travail sur certains moments qui sont importants pour nos clients et qui ont aussi un lien avec Orange, dans leur relation avec Orange, puisque un déménagement, un décès de quelqu'un dans la famille, un divorce, l'achat d'un nouveau logement ont toujours une implication directe avec la connexion Internet ou les services connectés du foyer. Donc effectivement, oui, il y a du travail là-dessus. Et aussi, dans cette phase où on est tous passés sur plus de digital, travailler sur les parcours, sur les interfaces, pour que l'expérience utilisateur dont Nathalie parlait auparavant soit la meilleure possible. D'accord. Alors justement, quid, vous avez parlé du digital, mais quid du physique, quid du courrier pour cibler, personnaliser, engager les consommateurs? Il est vrai que nous avons de moins en moins d'activités courrier, papier, si on parle de courrier papier. Il y a eu une bascule sur le digital qui a été très forte ces dernières années, pas que pendant la crise sanitaire, mais ça vient d'avant. La part du papier reste... il y a toujours du papier, mais une part beaucoup moins importante qu'auparavant, dans le sens courrier. Par contre, on est toujours présent dans tout ce qui est presse, papier autrement. Voilà. D'accord. Voilà, Nathalie, vous savez
On va prendre un café à la fin et puis vous allez présenter vos dispositifs. On parlait d'une opération hyper sympa avec Francesca tout à l'heure. Et Nathalie me rappelait une opération presse, donc papier presse, qui a été réalisée dans le cadre de notre programme RE, qui est un programme d'économie circulaire. On propose aux clients et aux non-clients de rapporter des mobiles pour être recyclés. Et puis on propose bien sûr la vente de mobiles reconditionnés aussi. Et la réparation, donc c'est pour ça que c'est RE. Et donc il y a une campagne qui proposait à découper sur une annonce presse une sorte de coupon que le client pouvait coller sur l'enveloppe pour nous renvoyer un mobile à recycler. Et donc effectivement, pendant la période où les clients n'allaient pas en magasin ou allaient moins en magasin, c'est le moyen d'aller chez eux pour leur permettre de, dans ce cas-là, déposer le mobile, nous envoyer le mobile qu'ils auraient déposé en magasin. Donc effectivement, on parle d'omnicanalité, on parle de la diversité des canaux et on est bien là. Oui. Un timbre à découper et à coller sur une enveloppe. Moi, j'ai trouvé que c'était... Non, mais j'ai trouvé que c'est une réinvention, finalement, de la façon dont on peut s'approprier les différents médias. Et c'est un peu ce qu'évoquait Sébastien tout à l'heure, c'est la créativité sans limite qui est aussi offerte par le support papier. Absolument. Merci beaucoup Francesca pour ces explications. Une petite question peut-être pour vous, alors Nathalie, je ne sais pas si c'est une question piège ou pas. Est-ce que vous fixez des KPI, des niveaux de rentabilité à atteindre ? Alors oui, mais ce n'est pas nous qui les fixons, en fait, ce sont nos clients, évidemment. Donc nous, on propose des assemblages qui répondent aux besoins et aux KPI de nos clients, bien entendu. Donc ça, chaque campagne est différente parce que les clients ne cherchent pas la même chose, de la notoriété, de l'acquisition, de la fidélité, donc tout ça c'est très différent, mais bien entendu qu'on travaille comme n'importe quel partenaire média et marketing sur la rentabilité de la campagne en fonction du KPI et du ROI qu'aura choisi l'annonceur. Merci beaucoup Nathalie, ce sera le mot de la fin. On a quasiment réussi à rattraper notre retard. Merci Francisca, merci Nathalie. Merci beaucoup. Merci surtout à vous qui nous regardez. Passez une excellente journée.